Françoise Tulkens est juriste et criminologue. Elle a été professeure à l'UCL, où elle a présidé le département de droit pénal et de criminologie. Elle a également été présidente de la Ligue des droits de l'homme et aussi experte au Comité européen pour la prévention de la torture. En 1998, elle est devenue juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Après 14 ans passés à la Cour de Strasbourg, la désormais ancienne juge est de retour à Bruxelles où elle a pris les rênes de la Fondation Roi-Baudouin. Bonjour Françoise Tulkens. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on réintègre la vie bruxelloise après ces 14 ans, ces 14 années intenses que vous avez passées à Strasbourg? Oui, c'est pas simple parce que l'expérience du travail de juge à Strasbourg est tellement forte qu'on n'en sort pas tout à fait indemne. Et après 14 ans, voilà, où j'ai donné vraiment tout ce que je pouvais donner parce que ça en vaut la peine, parce que les droits fondamentaux en Europe, on doit les défendre. Alors voilà, maintenant le retour à Bruxelles, Bruxelles que j'avoue j'adore, parce que voilà, je suis une vraie bruxelloise et j'ai beaucoup d'espoir et de désir pour Bruxelles, donc je suis au fond contente d'être venue. Et quand vous dites qu'on n'en sort pas indemne, ça veut dire quoi? Qu'elle vous a transformé véritablement Oui, cette ah oui, expérience? Et quelle oui. influence aujourd'hui votre manière de voir les Ah choses? oui, profondément, profondément. C'est évident que ça influence la manière de voir les choses. On voit au fond la manière dont tous les gens en Europe, dans la grande Europe, c'est toute l'Europe, c'est les 47 pays européens, de voir les situations difficiles que les gens vivent. Je dirais c'est quelque chose à la fois de terriblement poignant, de terriblement émouvant, pour lequel eh bien, il faut pouvoir se consacrer totalement. Donc oui, c'est sûr que ça modifie entièrement ma manière de voir les choses. Et ça peut influencer également la manière dont vous allez mener alors vos nouvelles fonctions? Ah oui, certainement, certainement, parce que au fond, la Fondation Roi-Baudouin, elle a un programme quand même magnifique. Son programme, c'est améliorer au fond la qualité de vie, les conditions de vie de la population dans le secteur économique, social, culturel. Donc, sur ce terrain-là, évidemment que les droits fondamentaux jouent un rôle. Donc, c'est vrai, moi, si j'ai accepté cette présidence de la Fondation Roi-Baudouin, c'est parce que je trouve que les projets qu'il mène sont vraiment très, très proches à la fois de ce qui est au cœur des droits fondamentaux, la démocratie, la liberté. Donc oui, il y a des liens très étroits. C'est pour ça qu'au fond, j'étais très contente de le faire. De le faire. Oui. Et alors, vous allez pouvoir rester aussi une femme engagée. Et si je vous pose la question, c'est, j'aurais peut-être pu formuler la question autrement, mais est-ce qu'on peut dire que l'engagement vous définit également et traverse tout votre parcours? Oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu pour tout le monde. Pour moi, ça n'a pas de sens à la fois de mener des études ou de commencer une carrière professionnelle ou un travail professionnel, pour le dire plus simplement, si on n'a pas un engagement profond pour ce que l'on fait. Alors c'est vrai, si j'ai choisi le droit, c'est parce qu'à un moment donné, m'est apparu comme ça tellement clairement que la question de la défense, au fond, des plus vulnérables, pour moi, était essentielle. Je ne le cache pas. C'est un peu ça qui m'a menée dans les études de droit, dans les études de criminologie. On vit tous avec une population autour de nous, oui, moins favorisée, beaucoup plus vulnérables, marginalisés. Et voilà, c'est un peu ces questions-là sur lesquelles je souhaitais m'engager. Et alors ça a traversé toute ma vie. Et ça a commencé comment, au fond, cet engagement? Est-ce que ça vous a pris très jeune? Mais pas très jeune, hein, c'est qu'à 18 ans, comme tout le monde, hein, qu'est-ce qu'on sait à 18 ans? On ne connaît pas grand-chose. Moi, je voulais faire la physique ou l'histoire. Et puis là, j'avais été assez influencée, ou en tout cas impressionnée, par tout le combat pour la guerre d'Algérie. À un moment de la guerre d'Algérie dans les années 60, oui, ça remonte, hein, c'est très très ancien. Mais c'est vrai que là, j'ai vu des avocats qui, vraiment, parfois au péril même de leur vie, assuraient la défense de ces personnes au moment où on parlait de torture, qui était évidemment complètement niée. Et puis 40 ans plus tard, tout le monde le reconnaît. Donc c'est vrai que ces événements-là m'ont vraiment marqué et alors m'ont définitivement orienté vers le droit. Est-ce que c'est aussi un choix d'orientation qui venait de votre milieu familial? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dans l'atmosphère familiale? Oui et non. Oui, c'est parce on était 6 enfants à la maison, par bonheur, et ça c'est vrai, j'en sais gré à ma mère. Les garçons comme les filles, surtout les filles, faisaient des études universitaires. Votre mère vous a poussé à faire des études Oui, elle universitaires? poussait les filles à faire des études universitaires. Ça, c'était vraiment, oui, c'était assez remarquable parce qu'elle était quand même un peu pionnière à cet égard-là. Alors le droit était un Pourquoi peu c'était dans la quelque chose qui n'était pas à l'époque Non, dans ma vous avez senti, vous avez le souvenir qu'à l'époque c'était plutôt original, les filles qui vous entouraient ne se dirigeaient pas vers Pas les toutes études? en tout cas. Je ne suis certainement pas la génération des pionnières en matière de féminisme. Certainement pas. Je suis plutôt un peu la génération intermédiaire. Il y en avait certaines qui le faisaient, mais pas encore tellement, quoi. Donc c'était vraiment un peu l'entre-deux. Donc je trouvais ça assez remarquable de nous pousser à le faire. Oui, une ambiance. Oui, mon père était magistrat, mais il est mort quand j'étais toute jeune, quand j'avais 5 ans, donc je n'ai pas vraiment d'influence paternelle à cet égard-là. Mais c'est vrai que c'était quand même un milieu dit, entre guillemets, intellectuel, et que les questions de droit, oui, étaient présentes, parce qu'une de mes sœurs a fait le droit, deux de mes frères ont fait le droit, mais chacun un peu avec des orientations différentes.
Alors vous le disiez, cet engagement notamment autour de la question de la guerre d'Algérie qui vous a poussé à faire le droit. Oui, Néanmoins, à l'époque, puisque vous faites le droit à l'UCL, oui, oui. le droit n'est pas connu pour être une faculté particulièrement progressiste. Ah non, alors là, non, ça c'est clair. Non, le droit souvent est un milieu très conservateur. Mais alors, comme le droit pénal m'intéressait beaucoup, j'ai fait la criminologie en même temps. Et le droit pénal et criminologie, je dirais ça, c'est un petit cocktail explosif et que j'aimais beaucoup. Parce que la criminologie force les juristes à remettre les choses en question, à s'interroger. Et donc c'est bien, ça vous empêche de devenir dogmatique. Et ce mélange entre les deux, pour moi, m'arrangeait vraiment très très bien. Très bien. Et dans le domaine de la délinquance et de la déviance, c'est essentiel. Donc voilà, j'ai traversé tout ça avec cette double préoccupation et c'est ça qui m'a permis un peu de vivre et de survivre dans le monde du droit. Et donc à l'époque, déjà, donc c'était dans les années 60, Oui, hein, il y avait une place pour cette pensée justement un peu alternative ou radicale, militante ou engagée à la faculté de droit? non, pas encore. Mais alors j'ai quand même eu l'occasion, à la fin des années 60, d'aller un an aux États-Unis. Et c'était à ce moment-là, aux États-Unis, c'était quand même un moment extrêmement intense de remise en question, de discussion. C'était le grand mouvement pour les droits civils et ça m'a évidemment profondément marqué. C'était le moment des grandes révolutions, à la fois la révolution des femmes, la révolution des homosexuels, la révolution de tous ceux qui voulaient un peu changer cette société. Et ça, je l'ai vu dans les campus là, aux États-Unis. Et ça m'a vraiment profondément marqué. Alors c'est sûr que c'était peut-être pas encore ce qui apparaissait ici en Europe dans les facultés de droit, mais moi, ça a été le fil rouge. Ça a été le fil rouge, ça c'est clair. Et fort de cette Oui. expérience-là américaine, vous vous sentiez un peu en décalage ici, de retour en Europe, enfin de retour Oui et en non, Belgique? je me sentais comme, je sais pas, je me sentais rien du tout. Je pensais, vous savez, quand on fait la criminologie, on n'est pas considéré comme les gens les plus intéressants, les plus utiles dans une faculté de droit. Pas du tout, au contraire, c'est un peu des matières qui sont un peu plus négligées, mais ça n'a aucune importance. Moi, ça m'arrangeait bien. Ça m'arrangeait bien, mais alors évidemment, dans le droit fil de ça, lorsque dans les années 70, Foucault a publié son fameux ouvrage Surveiller et punir. Donc Ça, le pour moi, philosophe Michel Foucault. le philosophe Michel Foucault, ça a été pour moi la grande révolution. Enfin, ça n'a fait que confirmer ce que je pensais déjà, et puis ça m'a vraiment orientée profondément. Et une grande révolution pour beaucoup de juristes d'ailleurs, et pour beaucoup de criminologues, de philosophes. Ah oui. Et Michel Foucault, que vous avez d'ailleurs, vous me l'avez dit, fait venir à l'UCL au tout début des années 80 pour donner un cours à l'UCL. Et ça, c'était une chose incroyable. Il y avait une possibilité de présenter une candidature à une chaire Francky. Et alors, avec la naïveté, avec une grande naïveté, je ne le cache pas, j'ai proposé son nom. Tout le monde a ri en disant que je ne l'aurais jamais, mais il est venu. Et il est venu, il a donné un cours pendant 3 mois, plus un séminaire, un cours avec un sujet magnifique, mal faire, dire vrai, la fonction de l'aveu. Cette présence de Foucault à Louvain-la-Neuve en 81, pour moi, ça reste un moment à la fois de grande émotion, parce que le recevoir, c'est pas rien, et puis de l'entendre, voilà, ça vous change. Alors c'est bien d'avoir dans la vie comme ça ces moments où tout d'un coup on est complètement bouleversé par quelque chose. Et sur le campus de l'UCL, à l'époque, ça avait été bien. Alors j'imagine que ces cours étaient évidemment bondés. Bondé. Mais ça a été bien reçu au niveau, je dirais, de la hiérarchie ou des autorités universitaires. Plus ou moins, disons-le plus ou moins, donc mezzo voce. Non, pas ça, évidemment, à ce moment-là, non, je crois notamment les philosophes n'étaient pas extrêmement satisfaits de cette chose. Mais enfin, pour finir, tout ça est bien rentré dans l'ordre, donc voilà. N'y pensons plus. Mais ce qui était important chez Foucault, c'est qu'à côté de son travail intellectuel qui est quand même extraordinairement fort, il avait aussi un engagement, notamment le justice, notamment avec les détenus, notamment avec les malades mentaux. Et ça m'a aussi alors profondément marqué. C'est que c'est impossible dans les matières de droit et de criminologie de ne pas avoir en même temps un engagement, disons-le, sur le terrain, pour le dire de manière large. Sur le terrain et pour les droits de l'homme, vous faites ce lien aussi Oui, tout à fait. Ça m'a toujours marqué. D'ailleurs, dans les années 60, ces avocats qui défendaient les personnes en Algérie, c'était des membres de la Ligue des droits de l'homme. Donc la question des droits de l'homme a toujours été présente, toujours. Et c'est ça qui, oui, pour moi, ça a donné un peu sens à ma vie. Alors, avant d'en venir à la question des droits de l'homme, je repense à ce que vous me disiez. Votre mère vous a poussé aussi bien les filles que les garçons de la famille à faire des études. Oui. Quand vous commencez en tant que femme votre carrière académique à l'UCL, comment est-ce que vous êtes accueillie en tant que femme ?
Donc je n'étais pas dans les premières qui, je crois, devaient être très très mal accueillies. Moi, j'étais vraiment dans l'entre-deux. J'étais dans l'entre-deux, on était acceptés, voilà, on était acceptés, mais d'une certaine manière, on devait faire davantage nos preuves que les autres, ça c'est sûr. On devait faire davantage nos preuves, donc être présent. Pourquoi? Parce que vous étiez moins prise au sérieux? Parce un peu. Évidemment, être femme plus criminologue, j'avoue que c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Alors là, c'est un peu comme si on le cherchait. Non, donc je ne veux pas dire que j'ai souffert, ça c'est pas vrai du tout, parce qu'au contraire, l'ouverture se faisait, mais il fallait encore la faire, ça c'est sûr. Ça c'est évident, et c'est pour ça que... et vous avez vu alors... Moi j'ai un peu une dette à remplir par rapport au féminisme, je suis vraiment une héritière de ce mouvement, et donc d'ailleurs, je vais tâcher un peu de poursuivre sur les questions, par exemple, droits de l'homme des femmes. Droits de l'homme des femmes, quel paradoxe. Droits de la personne, les droits de la personne, hein, les droits humains, les droits et Canadiens. libertés, les droits fondamentaux. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait encore à poursuivre parce que c'est pas encore... En tout cas, la partie n'est pas encore gagnée, ça c'est clair. Vous l'avez vu évoluer quand même, oui. le département dans lequel vous avez travaillé, la faculté, l'UNIF en général, par rapport aux femmes? Oui, tout à fait. C'est vrai, on peut dire que des années, puisque je suis arrivée à l'UNIF dans les années 70, de 70 jusqu'en 2000, oui, il y a quand même une très très forte évolution. Je crois que maintenant, donc maintenant les choses évoluent tout à fait dans le beau sens. Maintenant, c'est plus seulement une question d'égalité, c'est parfois aussi une question de reconnaissance, d'empowerment pour les femmes. C'est encore... donc ça évolue certainement, mais on n'est certainement pas au bout des obstacles, ça certainement pas. Alors, femme encore, en 98, quand vous arrivez à la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y en a pas beaucoup des juges femmes à l'époque? Non, vous avez raison. En 98, quand je suis arrivée, il y en avait une malheureuse. Et alors on voit les photos parce qu'il y avait déjà un nombre important de juges, une grande photo de tous les juges, tous les hommes et une femme. Donc ça, c'était extraordinaire. Et à l'époque, il n'y avait pas 47 juges encore? Non, pas encore. L'époque, hein. Pas encore, parce qu'en 98, il n'y avait pas encore 47 juges. Maintenant, il y en a 47 puisque l'Europe s'était grandie, l'Europe du Conseil de l'Europe. Mais alors, on est arrivé, on était 8. Et puis, le Conseil de l'Europe a une politique très déterminée en disant que tous les États devaient, dans la liste des 3 candidats, prévoir une femme. Et on a vu l'effet de cette politique parce que maintenant, sur 47, je crois qu'il y en a 16 ou 17. Donc ça a certainement bien évolué. Et donc vous, tout à fait isolée comme femme, quand vous arrivez à la Cour européenne des droits de l'homme, comment est-ce que vous êtes accueillie? Alors comment est-ce qu'on vous écoute? On est arrivé avec 8, on était 8. Moi, quand je suis arrivée en 98, donc avant nous, il y en avait une, et puis on est arrivé 8 ensemble. On était d'abord très solidaires entre nous, et ça, je trouve que c'est bien, et d'ailleurs, ça a continué. Oui, bien sûr, on est reçu, on est accepté. Formellement, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de distinction. Mais est-ce qu'on fait passer son point de vue aussi facilement? Est-ce qu'on est écouté avec autant de sérieux et de bienveillance que les hommes? Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bien sûr, on est écouté, mais plus difficilement. Plus difficilement, et alors on voyait des petites choses de langage comme ça. Souvent, on va dire à une femme, il ne faut pas être émotionnel. Les hommes sont tout aussi émotionnels que les femmes en matière de jugement. Le droit est émotionnel aussi. Il est à la fois raison, mais il est passion, il est conviction, et il est émotion, et c'est tout à fait normal. Mais alors c'est très étonnant, c'est toujours le point de vue des femmes qui est émotionnel. Alors si un jour on se permet de renvoyer la balle, alors là c'est moins certain. et donc ça évidemment a évolué du fait aussi de l'arrivée et de l'augmentation du nombre de femmes au sein de la Cour. Oui. Je suppose que c'est... Je trouve que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Si on pouvait arriver à la parité, je sais que ça c'est quasiment impossible, mais ça serait quand même très important. Parce que toutes les affaires qu'on a à juger à la Cour, ce sont des affaires à la fois qui concernent aussi bien les hommes que les femmes, et dans lesquelles les femmes ont aussi, je dirais, une voix particulière à faire entendre. Je ne dis pas qu'on juge autrement que les hommes, mais on pose les problèmes parfois de manière différente. On pose les problèmes de manière différente, on est parfois attentif à d'autres choses. Parce que c'est ça, dans une affaire, il y a différents aspects. Alors on peut voir tel aspect, on peut voir tel autre, on peut mettre un accent sur... Et vous avez senti que les femmes ont parfois l'attention sur des choses... que les femmes et les hommes peuvent avoir parfois des attentions portées sur des choses différentes? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est absolument certain. Et ce n'est pas toujours ce qu'on croit, ce n'est pas que les femmes vont plus s'occuper de questions bien matérielles ou de questions plus familiales. Non, c'est vraiment une manière de voir comment ces droits fondamentaux, lorsque ce sont des femmes qui sont, par exemple, qui sont requérantes, parce qu'il y en a, mais pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, eh bien, d'être attentif au fait que si c'est une femme qui est requérante, qui, par exemple, a subi des tortures dans un commissariat de police, ou bien des femmes roms qu'on a stérilisées dans des hôpitaux en Slovaquie, parce qu'on a eu des affaires de ce type extrêmement importantes, il faut quand même bien se rendre compte que ce sont des situations de femmes et que ça se joue différemment, que ce n'est pas neutre. Et que donc il faut y être attentif.
Alors, comment est-ce que, quelle est votre approche de cette fonction de juge que vous avez occupée à la Cour au moment où vous y arrivez, puisque vous venez du milieu académique, vous n'avez jamais exercé cette fonction, vous n'êtes pas magistrate. Non. Donc comment est-ce que vous... Et on peut peut-être dire un mot aussi de la Cour, juste brièvement, hein, de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, mais cette Cour, maintenant, c'est 47 juges, un juge par État. Il y a 47 États qui ont adhéré à cette Convention européenne des droits de l'homme. Donc, c'est beaucoup. Donc, ils jugent dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Exactement. Et on applique cette Convention. C'est vraiment ça. On applique cette Convention de 1950 qui, globalement, au fond, garantit les droits civils et politiques. La vie, la liberté, le procès équitable, la vie privée, la liberté d'expression. On a énormément d'affaires de liberté d'expression. Ça, c'est vraiment... Oui, c'est important. L'absence de discrimination, ça, c'est une disposition qui, pour moi, est maintenant devenue absolument capitale. Le droit à la vie, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais autant, autant ça paraissait évident avant. Maintenant, le droit à la vie, mais énormément d'affaires concernant cette question, le début de la vie, la fin de la vie, sont des questions qui deviennent de plus en plus complexes aussi, difficiles et complexes. Le droit à la liberté de conscience, liberté de religion, voilà globalement les droits qu'on met en œuvre. Et donc vous, comment est-ce que vous avez considéré cette fonction en arrivant, puisque c'est nouveau pour vous? Oui, alors je vais dire, je n'avais pas d'expérience de magistrat, ça c'est vrai. Et alors, quand on voit les profils des juges qui sont arrivés en 98, oui, la majorité sont des magistrats dans leur pays, mais le Conseil de l'Europe avait dit qu'il faut des gens qui ont des parcours différents, et notamment des universitaires. Et je comprends, parce que maintenant, les universitaires ne doivent surtout pas croire qu'ils ont la vérité. Ça, au contraire, c'est ça, pour moi, c'était essentiel. L'expérience d'anciens juges, des juges qui étaient juges dans leur pays, par rapport à moi et quelques-uns qui venons de l'université, c'est vraiment des points de vue qui doivent se rencontrer. Ni l'un ni l'autre, nous n'avons le monopole de la vérité ou d'une question. Certainement pas. Ça, c'était pour moi vraiment important. Alors c'est sûr que les universitaires avaient plus tendance à inscrire une affaire dans un contexte général. Les anciens juges avaient davantage tendance à aller plus directement droit au but. Mais ces différences ne sont pas tellement importantes parce que ce que l'on fait tous, c'est appliquer cette Convention des droits de l'homme. Ce n'est pas appliquer le droit belge ou le droit russe ou le droit... ou un droit national. Pas le droit national, certainement pas. Et comment est-ce que vous avez... Comment se forge votre conviction de juge? Ça, c'est une belle question. Est-ce qu'elle se forge à un niveau tout à fait personnel, ou est-ce qu'elle se forge aussi dans la discussion, dans la rencontre avec d'autres juges ou avec d'autres intervenants? Certainement dans la discussion avec les autres, ça c'est certain. Et c'est pour ça, à la Cour, on était soit dans des chambres de 7, soit dans des chambres de 17. Donc on ne jugeait jamais seul. Alors évidemment, la discussion est vraiment fondamentale. On a tous des convictions, vous en avez, j'en ai, on en a tous. Dire qu'un juge est neutre, ça pour moi, ça n'a pas de sens. Un juge doit être impartial, c'est tout autre chose. Donc on a des convictions, mais on doit être capable, comme juge, et c'est ça la partialité, de pouvoir prendre distance par rapport à ça et de donner pertinence aux arguments qui sont développés devant vous. Ça, c'est vraiment important. Donc on forge sa conviction avec à la fois, je dirais, c'est ses propres convictions, pour autant que l'on soit capable de prendre distance par rapport à des arguments nouveaux. Et dans la discussion avec les autres qui amènent chaque fois des éléments par rapport auxquels il faut se situer et soit poursuivre dans sa voie ou bien au contraire accepter. Est-ce qu'il y a des décisions ou des positions plutôt que vous avez défendues, que vous avez regrettées? Mais il y a un arrêt que j'ai peut-être regretté dans lequel ça concernait la liberté d'expression. Ça concernait la liberté d'expression, c'est une affaire belge précisément, où là, voilà, j'ai estimé qu'il n'y avait pas violation de la liberté d'expression parce que le discours en cause pouvait être qualifié d'un discours de haine, mais au fond, peut-être que là, c'était un peu excessif. Et donc, dans cette affaire-là, je pense que là, je crois que là, j'ai sans doute fait une erreur en estimant que c'était l'affaire Ferret. Là, je pense, parce que la liberté d'expression, et ça maintenant j'en suis vraiment convaincue, elle doit s'étendre le plus largement possible et sa seule limite pour moi, c'est le discours qui incite à la violence. Et en dehors de ça, en deçà de ça... Et donc là, vous aviez estimé qu'il y avait... Voilà, qu'il n'y avait pas violation de la Convention. Que la liberté d'expression devait être limitée dans ce cas-là. Or, c'est vraiment une question importante, la liberté d'expression, et maintenant, je suis vraiment... Donc votre conviction a pu évoluer au fur et à mesure des affaires ou des discussions que vous avez Tout à fait.
Tout à fait. Et puis, il y a eu heureusement, sinon on est... Heureusement, oui. Il y a des affaires, il y a eu des affaires marquantes aussi. Bon, évidemment, il y en a eu beaucoup, parce que vous avez passé près de 15 ans à la Cour de Strasbourg. Mais je pense, par exemple, à cette fameuse affaire, alors là, qui concerne l'Italie, l'affaire Lozzi. Ah oui. Qui concernait ces crucifix qui à l'époque, qui d'ailleurs finalement le sont toujours. Mais donc, ils sont toujours, exactement. C'était donc des parents qui avaient saisi la cour parce qu'ils contestaient le fait que les crucifix se trouvaient dans des classes, dans les écoles publiques en Italie, et pour eux il y avait une violation du droit de l'instruction. C'est ça, c'était une atteinte à leur droit de donner l'instruction à leurs enfants selon leurs convictions philosophiques et religieuses, qui est effectivement garantie par la Convention. Excusez-moi. Non, c'est ça. Et donc je disais que là, vous aviez défendu la position des parents en estimant qu'il y avait violation. D'ailleurs, décision qui a été finalement renversée. Et qui a été renversée par la Grande Chambre. Par la Grande Chambre, c'est-à-dire l'instance d'appel de la Cour. Mais surtout, c'est une affaire qui a provoqué énormément de réactions et parfois très dures à votre égard en particulier. Quelles étaient ces réactions et comment est-ce qu'on traverse des épisodes comme cela? Évidemment, je pouvais bien m'imaginer, on pouvait tous bien s'imaginer qu'une question comme ça dans le continent Europe, elle était sensible. Ça, je le savais bien. Ça, on le savait bien. Mais ce que je ne pensais pas, c'est que ces questions de religion pouvaient entraîner une telle violence. Voilà. Ça, c'est peut-être le point ultime. Une telle violence dans les propos que vous avez reçus, dans des menaces Les menaces, non, n'exagérons pas, mais dans les propos, dans les lettres, dans les courriers, enfin, l'ensemble des réactions qui parfois étaient extrêmement vives. Bon, voilà, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, la Grande Chambre a renversé. Ça ne vous a pas ébranlé dans vos positions Non. La Grande Chambre a renversé ce jugement de la Chambre. Et maintenant, l'autorité, c'est la Grande Chambre. Hein, donc, je ne remets pas ça en question du tout. Mais voilà, non. Non, il y a d'autres affaires, évidemment. Aussi. Pour les questions de religieuses, on a eu beaucoup. Il y a eu l'affaire du foulard aussi. Sur laquelle, d'ailleurs... une affaire du foulard qui concernait la Turquie, sur laquelle vous avez une position alors minoritaire, plutôt en faveur, là en l'occurrence c'était une femme qui demandait, qui contestait la décision de l'État turc d'interdire le port du voile, le port du foulard à l'université. Donc, où vous souteniez en fait la position de la plaignante. Effectivement, qu'il fallait, puisqu'il n'y avait rien dans le dossier qui nous permettait de dire que cette femme était manipulée et que tout ce qu'on fait, ce n'était pas un enfant, c'était une jeune femme universitaire. Et elle avait été exclue d'université, ce qui pour moi était peut-être le point le plus sensible, parce que c'est bien un endroit où on peut espérer d'apprendre la tolérance et l'ouverture, c'est bien l'université. Et alors l'exclure de l'université pour ce motif me paraissait vraiment contraire au droit à l'instruction et aussi à la liberté de conscience et de religion. Est-ce que c'est des positions difficiles à tenir? Parfois dans un contexte, c'était quand même le contexte post-11 septembre. Oui, c'est des positions difficiles à tenir. Mais là, je dis à la Cour, si là on ne tient pas des positions, après avoir écouté tous les arguments de tout le monde, si vraiment on continue à penser que voilà, peut-être que c'est la voie qu'il faut suivre, alors il faut le faire. Écoutez, ça c'est vraiment notre tâche. Si les juges ne peuvent pas le faire, alors là, alors, il y a beaucoup d'affaires qui concernent aussi les immigrés, notamment les immigrés malades. Ça, c'est pour moi une question très, très sensible. Et qui concerne la Belgique aussi. Et qui concerne la Belgique, justement. Qui concerne la Belgique. Ça, c'est pour moi une question qui n'est loin d'être résolue et qui est extrêmement sensible. On a eu une affaire à la Cour où, effectivement, une jeune femme atteinte du sida a été renvoyée pour finir en Ouganda, alors qu'il était clair que si elle était renvoyée, elle ne pourrait pas bénéficier des médicaments et que donc, en la renvoyant, on la renvoyait à une mort certaine. D'ailleurs, elle est morte. Elle est morte. Donc ça, c'est une question qui aujourd'hui, pour moi, est vraiment capitale, et sur laquelle la Ligue des droits de l'homme travaille beaucoup, effectivement. C'est la question de l'état de santé des demandeurs d'asile. C'est vraiment une question très, très, très difficile. Très difficile. Pour terminer sur la Cour européenne des droits de l'homme, rapidement, vous, d'après ce que vous y avez, d'après votre expérience là-bas, est-ce que vous avez vu que sur le plan, je dirais, de l'approche de ces questions sociales, est-ce que la Cour a évolué dans un certain sens Oui. La Cour évolue sur le moyen terme ou sur le long terme. Donc en matière de droits de l'homme, il faut être à la fois patient,
parce qu'il faut évoluer progressivement. Il ne faut pas jouer le Don Quichotte. Un arrêt de la Cour doit être exécuté. Exécuté doit être mis en œuvre. Exécuté, quelle horreur. Il doit être mis en œuvre. Il doit être mis en œuvre par les États. Et donc, il faut bien sentir le moment où les États pourraient le faire. Donc, il faut être patient. Mais en même temps, il faut être impatient parce qu'il faut vouloir une évolution. Et donc, on doit trouver un équilibre assez subtil entre, d'une part, une certaine patience pour que si un arrêt est adopté, eh bien, on puisse le mettre en œuvre, l'État puisse le mettre en œuvre et que ça ne crée pas un sentiment immédiatement de conflit. Donc, il faut vraiment... mais je trouve qu'elle a évolué. Regardez, il y a quelques mois, sur en France, la GPS. La GPA, voilà, la gestation exactement. pour autrui. La gestation pour autrui, mais cet arrêt, effectivement, de début juillet, a effectivement conclu qu'en ce qui concerne les enfants, ne pas accepter leur inscription dans l'état civil et dans la nationalité française était contraire à leur droit à la vie privée. C'est ça, ce qui est sur le plan éthique une position plutôt progressiste. Voilà, ce qui est une évolution. Et d'ailleurs, la jurisprudence de la Cour évolue par paliers, progressivement. C'est jamais des coups de tonnerre dans un ciel bleu, ça n'aurait pas beaucoup de sens, ça se fait progressivement. Alors, pour terminer, pour revenir chez nous, à Bruxelles, en Belgique et à Bruxelles, peut-être deux choses. D'abord, vous restez une militante des droits de l'homme. Oui, je redeviens une militante des droits de l'homme. Vous redevenez plutôt, voilà, tout à fait. Non, je disais restez, je pensais plutôt à votre mandat de présidente de la Ligue des droits de l'homme avant la Cour. Oui, je reviens vraiment. Mais donc, vous redevenez une militante des droits de l'homme. Oui. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, paradoxalement, de défendre les droits de l'homme? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une période où les voix sont contraires, ça c'est sûr. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Alors oui, c'est plus difficile, donc il faut davantage s'accrocher. C'est peut-être le moment aussi un peu de recharger ses batteries, de réfléchir aux questions fondamentales. Et c'est plus difficile, pourquoi? Parce que la société est plus complexe aujourd'hui? Oui, la société est plus complexe, qu'on est quand même actuellement dans les années qu'on vit maintenant, dans une société plus sécuritaire, davantage angoissée par toute une série de choses. La situation de crise économique, évidemment, joue aussi. Lorsqu'on est dans la crise économique, certains disent que les droits de l'homme, c'est un luxe. Je ne le pense pas du tout. Lorsqu'on est au cœur d'une crise économique comme on l'a vécu ou comme on la vit, mais les droits de l'homme, c'est une nécessité encore plus grande. Et il ne faut surtout pas, au nom de la crise économique et des mesures d'austérité, raboter les droits fondamentaux. Ça, pour moi, c'est aller droit dans le mur. Donc c'est sûr c'est difficile pour l'instant, c'est plus difficile. Mais voilà, ça reste votre combat, évidemment. Ah oui, parce que je crois que c'est vraiment... c'est le cœur de l'humain quand même, non? Toute dernière question. Bruxelles. Est-ce que pour vous, ce sera aussi un combat? Oui, je le dis très franchement, oui. Oui, ce sera un combat parce que je suis bruxelloise, parce que je trouve que Bruxelles multiculturelle, pour moi, ça c'est quelque chose de fondamental. Et que multiculturel, multilingue, ça c'est évident. On voit bien je me repromène maintenant dans tous ces quartiers à Bruxelles, de voir ce mélange de culture, ce mélange de nationalités, mais c'est une force extraordinaire. Donc oui, Bruxelles pour moi est un vrai combat. C'est un vrai combat, ça c'est vrai, mais je ne vais pas faire de la politique, certainement pas. Ça. Mais c'est un vrai combat, oui. Très bien, merci Madame Tulkens. Avec plaisir, merci. Merci à vous.